3 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour abandonner cette folie de la Commission européenne de vouloir remplacer complètement de bagnoles à essence. Et à mon avis, il en faudra moins pour mettre à la poubelle le nouveau cadre proposé par cette même commission pour l'industrie automobile. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume, et aujourd'hui nous allons donc parler de cette espèce de déroute, de débâcle enchantant de la Commission européenne, qui nous fait plonger en plein dans du Orwell, dans du 1984, comme on va le voir, et nous réserve quelques surprises de taille sur le secteur automobile qui se retrouve pas tant révolutionné que toujours très en retard et avec toujours des problèmes massifs à résoudre. Comme d'habitude, cette vidéo est accompagnée d'un texte que vous pouvez retrouver quelque part par là, en cliquant là ou en description. Vous savez toujours, hein, je ne change pas, c'est écouter, c'est bien, lire, c'est encore mieux. Allez voir sur le site de l'investisseur sans costume. Et deuxième annonce, j'organise demain, jeudi 18 décembre, à partir de 20 h, une conférence spéciale sur le troisième choc pétrolier. C'est un sujet que je suis depuis très longtemps, mais là je l'ai repris au mois de septembre. Et il y a une configuration assez spéciale qui m'intéresse, qui est que les sociétés de services pétroliers que j'ai recommandées en septembre fonctionnent très bien. On a du plus 18% de plus-value latente en 3 mois. Et c'est une configuration qui est un peu spéciale, que j'ai pas l'habitude de voir, et qui s'explique par le fait qu'il y a eu beaucoup de sous-investissements dans le secteur du pétrole, et qui sont en train d'essayer de le rattraper maintenant parce qu'ils ont un mur de choc pétrolier qui arrive et il faut être prêt. Et du coup, les services pétroliers sont en train de tirer leur épingle du jeu. Et donc, ça nous permet, nous, d'investir sur le pétrole en attendant le troisième choc pétrolier, tout en faisant des plus-values. Que demande le peuple, hein? Si vous me suivez, vous le savez, en ce moment, pour moi, c'est l'investissement absolument central pour les 3 prochaines années. À la différence de l'or, qui est très cher, le pétrole est au plancher. Il y a encore une fois un choc pétrolier devant nous, des problèmes d'investissement, des demandes qui sont extrêmement importantes. Bref, et puis surtout, on va le voir dans cette vidéo, des politiques qui n'arrivent pas à avouer que notre dépendance au pétrole est encore bien plus importante que ce qu'ils voudraient bien avouer, justement. Pardon pour la phrase un peu bizarre. Mais donc, allons-y pour cette vidéo. Pareil, alors le lien pour la conférence, je vous mets ça aussi en description et quelque part par là-haut. La conférence est gratuite, mais elle est sur inscription, parce que comme souvent on est très nombreux, je limite les places. Inscrivez-vous, moi je vous dis à demain soir, jeudi 18, 20 h, mais tout de suite on parle voiture, on parle Orwell, parce que je voudrais qu'on commence par ça. Là. C'est toujours intéressant de se plonger un peu dans la communication de nos technocrates européens. Et parce que ces gens-là, vous connaissez l'adage, ça ose tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc c'était hier, hein, mercredi, la Commission a présenté donc son plan d'action pour l'avenir du secteur automobile. Et ce plan d'action est sobrement intitulé «La Commission stimule la compétitivité mondiale de l'industrie automobile européenne». C'est absolument magique, hein. C'est Ursula elle-même, hein, qui a décidé qu'elle allait stimuler la compétitivité mondiale de l'industrie automobile. Alors, c'est orwellien ce truc, hein, parce que le nombre de voitures produites dans l'Union européenne a été divisé par 2 en 25 ans. Il s'effondre littéralement depuis 2022 et cette fameuse décision de Bruxelles d'imposer le tout électrique, 100% électrique, c'est important pour la suite, à partir de 2035. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2022, le déclin est 3 fois plus rapide qu'avant le Covid. Alors, évidemment, il n'y a pas que ce cadre de tout électrique, il y a aussi le conflit en Ukraine et tout un tas de choses, mais si vous voulez, quand la Commission européenne vient vous dire qu'elle stimule la compétitivité du secteur automobile, on est en pleine déroute. C'est une catastrophe. Rien qu'en 2024, la production européenne a baissé de 6,2% en volume, et c'est pour cela
que les constructeurs automobiles, les Allemands en premier, hein, ils sont en train vraiment be careful what you wish for, comme on dit en anglais. Hein, il faut toujours faire attention à ce que l'on souhaite parce que cette politique automobile, elle était voulue par les Allemands. Eh ben, je peux te dire que maintenant, ils ont bien fait marche arrière et c'est eux qui ont été qui ont été tirés la sonnette d'alarme à Bruxelles. C'est vraiment le secteur automobile européen est dans une situation dramatique et alors en France, on creuse en plus parce qu'on se fait piller par les Allemands. Euh, donc en fait, l'UE est en train d'asphyxier l'industrie automobile européenne par ses politiques de tout électrique, par son incapacité à avoir une politique énergétique autre que stupide. Et pourtant, dans toutes ces communications, elle estime qu'elle stimule la compétitivité, elle fixe le cap, elle apporte de la résilience, elle s'auto-congratule en permanence. Ça me fait penser, j'ai envie de vous lire en une minute un petit extrait de 1984. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué quand je l'avais lu adolescent, c'est les rations de chocolat dans le 1984 d'Orwell. Je vous lis ça juste un instant. Apparemment, il y avait eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté les rations de chocolat à 20 grammes par semaine. Mais hier seulement, songea-t-il, il avait été annoncé que les rations seraient réduites à 20 grammes par semaine. Était-il possible qu'ils avalassent ça après seulement 24 heures? C'est exactement la situation dans laquelle on est. La Commission européenne euh, fait un mal infini au secteur automobile européen, mais ils s'auto-congratulent, ils sont contents. Bon, il n'en reste pas moins qu'on a un petit tremblement de terre à Bruxelles. Hein. Le sacro-saint objectif du tout électrique pour 2035 a été abandonné. Et il est immédiatement suivi d'une réplique presque aussi forte. Pour la première fois aussi, ça on n'en parle pas du tout, Bruxelles introduit une préférence européenne sans ambiguïté. On a finalement un Made in EU. Bon, alors on peut se demander, nous, de notre côté du Rhin, si ça serait pas plutôt une préférence germanique et est-européenne, d'Europe centrale. Mais en tout cas, voilà, il s'est quand même passé des choses hier, encore une fois, à cause de cette panique du secteur automobile européen, qui est un secteur massif. C'est probablement le premier secteur industriel, c'est pas probablement, c'est le premier secteur industriel. C'est un secteur qui historiquement est massivement exportateur. On parle des Allemands hein, quand même, pas que nous. Nous, ça fait un moment qu'on va mal, mais quand même. Et et là, donc, non seulement on se fait tailler des croupières en volume, mais en fait, on est en train de se rendre compte que sur la valeur, parce qu'évidemment, les Allemands exportent des véhicules haut de gamme, on est aussi en train de se faire rattraper à ce niveau-là. Et donc, la Commission européenne dit, OK, on va mettre le haut là, et on va revenir un peu en arrière. Dans le détail, c'est pas non plus une révolution copernicienne, hein, le 100% électrique, le zéro émission. J'aime pas trop parler de zéro émission parce que quand vous roulez avec une voiture électrique dont l'électricité a été produite à partir de lignite, vous n'êtes pas vraiment zéro émission. Vous n'êtes même pas du tout zéro émission. Vous êtes bien pire qu'une voiture thermique. Mais bon, donc je vais rester sur du 100% électrique. C'est transformé en 90% de baisse des émissions pour laisser une place aux véhicules hybrides, alors toute la gamme des véhicules hybrides, je ne vais pas la refaire ici, et éventuellement à quelques moteurs thermiques, mais bon, ça, il n'y a quand même pas la place pour du pur thermique. Et donc en particulier, il y a un point très important qui est nouveau, qui est que la Commission prévoit de favoriser les petits véhicules électriques de construction européenne, hein, le Made in EU, ça peut tout à fait être des entreprises chinoises, mais sur le sol européen, en distribuant des super crédits. Alors en gros, quand vous vendez une petite voiture pure électrique, eh ben, ça vous donne des crédits pour atteindre cet objectif de 90% 90% pardon, de baisse des émissions. Eh bien, quand vous vendez cette petite voiture, on va vous dire que bon, bah, vous participez plus que la réalité. Et donc, en gros, si vous voulez, vous faudra vendre plein de ces petites voitures électriques qui vous donneront plein de super crédits pour pouvoir avoir le droit de vendre des grosses hybrides ou même encore des thermiques, ce dont les gens veulent. Euh, alors,
c'est une manière, en fait, de faire subventionner ces petites voitures citadines électriques, qui sont effectivement, un cœur de marché, parce que l'électrique, ça marche très, très bien pour faire des déplacements domicile-travail, beaucoup moins pour partir en vacances. Le pur électrique, en tout cas, c'est pas pour rien que c'est ces petites voitures qui ont tendance, à emporter, le marché, d'abord. Et donc, la commission fait subventionner ces petites citadines électriques par les acheteurs de voitures thermiques et hybrides. Alors, au-delà de la manipulation de marché, dont je suis jamais fan, cette mesure est particulièrement vicieuse, car sur ce segment de la petite voiture électrique, notre retard est absolument béant. Et donc, de se dire qu'une petite mesurette administrative où on invente une espèce de super crédit carbone qui dit que, ah ben en fait, on va pouvoir répartir un peu le prix réel de cette voiture sur les voitures que les autres veulent vraiment, c'est-à-dire du thermique ou de l'hybride, ça ne permettra absolument pas de compenser un coût de fabrication 2 fois plus élevé en Europe qu'en Chine. C'est-à-dire que là, on est dans un moment où la Commission force son industrie automobile à se mettre en concurrence immédiate sur un segment perdu d'avance à court terme. Parce que là, on n'est pas à horizon 10 ans, là, on est à horizon 2030, on est à horizon 4 ans. Et un peu plus 2035, mais c'est maintenant qu'on y est. C'est jusqu'à 2035. Donc, déjà, si vous voulez, ça commence bien. On est dans un moment où on n'arrive pas à se positionner vis-à-vis de la Chine, dont on a quand même absolument besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrêtait d'importer nos importations chinoises, en particulier de terres rares, on dépend de la Chine pour tout un tas de matériel, y compris militaire. Médicaux, des choses dont on ne peut pas se passer. Donc il y a une forme d'effondrement. On ne peut pas simplement dire à la Chine, écoutez, vos voitures, on n'est pas capable, c'est-à-dire que ce que les Américains ont été capables de faire, nous, on ne peut pas le faire. On n'a pas les capacités de négociation face à la Chine. On a vu le voyage d'Emmanuel Macron en Chine, qui est un échec total. Et du coup, on essaye de jouer un peu entre, quand même, on ne peut pas se permettre de se faire détruire notre industrie automobile par la Chine, et en même temps, on a quand même radicalement besoin de la Chine. Ouais, on a mis quasiment un demi-siècle à se mettre dans cette position. Il ne faut pas croire qu'on va en sortir en 5 jours, en 5 heures ou même en 5 mois. Donc, pardon. On a ce problème de positionnement vis-à-vis de la Chine, et en plus de ça, on est à la bourre, mais totale. On est complètement à la bourre parce que en fait, on creuse notre écart stratégique et on rattrape rien du tout. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui encore, on a au grand minimum 3 ans de retard par rapport à la Chine, mais c'est même beaucoup plus en fait. Mais d'un point de vue de pure politique, au moment où la Commission imposait cet objectif de 100% électrique pour 2035, c'était en 2022, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 ans. La Chine, elle, à ce moment-là, prenait le virage de l'hybride. La Chine avait compris que on ne pouvait pas faire fonctionner un parc de voitures 100% électriques, que ça pose plein de problèmes sur les longues distances, les recharges, tout un tas de choses, et que l'hybride est la solution, en tout cas pour la Chine. C'est-à-dire que la Chine, qui est véritablement le pays en pointe sur la voiture électrique. Les voitures électriques représentent désormais la moitié des nouvelles immatriculations en Chine, et c'est 50 et quelques pourcents, on est à 52, 53 récemment, de nouvelles immatriculations électriques sont partagées pour moitié entre hybride et 100% électrique, en partant de zéro en 2020. C'est vous dire la différence de cadence entre la Chine et nous. Et sauf que désormais, la progression, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2020, de 2020 à 2022, toute tout a été mis sur le pur électrique, et la Chine a mis à peine 2 ans à se rendre compte, même moins, que c'était pas possible, que ça n'allait pas marcher, et ils sont passés à l'hybride à partir de 2022. Et désormais, la progression des voitures électriques en part de marché se fait quasiment uniquement sur les hybrides en Chine, et encore une fois depuis 2022. Là, on arrive en 2026, et donc la commission va dire, ah oui, si en fait, peut-être qu'on pourrait laisser une petite place aux hybrides. Et donc le choix que vient de faire l'UE, qui n'est en fait qu'un tout petit pas en arrière, qui est très en retard sur une réalité de marché, en 2022. Sauf que ça pose deux énormes problèmes. C'est que, en fait,
La commission, pardon, pas la commission, la situation a considérablement évolué depuis 2022. La commission, elle n'a pas évolué du tout. La situation, on n'est plus du tout dans le même monde entre 2022 et aujourd'hui. Et en plus de ça, la commission a laissé un méchant cheval de Troie dans ce nouveau cadre réglementaire. Ce qu'on va voir là, tiens, on va commencer par le cheval de Troie. Et ce cheval de Troie qui permet en gros à la commission à quasiment tout moment de forcer un retour à l'électrique, c'est l'électrification des véhicules de société. Les véhicules de société, les flottes de véhicules de société représentent 60% des immatriculations de voitures neuves et 90% des immatriculations des camionnettes neuves. Donc c'est pas une paille, c'est la grande majorité du marché si on prend voitures et camionnettes. Donc on est sur une part majoritaire, et la Commission prévoit de fixer des objectifs nationaux. Alors, attention, ces objectifs sont évidemment obligatoires, de véhicules électriques, et il y aura deux objectifs, un objectif global de voitures électriques et un de véhicules 100% électriques. Donc on est bien clair que la Commission n'est pas du tout en train d'abandonner les purs électriques, simplement dit ok, on veut bien faire une petite place pour de l'hybride. Bon, alors on va passer sur la rupture d'égalité devant la loi entre les États, hein. Pourquoi est-ce qu'un État aurait le droit d'en faire un peu moins et un autre serait obligé d'en faire un peu plus, hein? Bon, c'est pas exactement un principe de droit appréciable, mais bon, l'idée est de laisser un peu plus de marge aux pays les moins développés. Je vais se demander qui est plus ou moins développé ces jours-ci. Enfin, en tout cas, il ne faut pas y voir une fenêtre d'opportunité pour la France. On prendra le maximum, c'est certain, hein, sinon on est les bons élèves. Donc, les folies électriques de l'Europe peuvent revenir par la fenêtre des véhicules d'entreprise, parce que si vous forcez l'adoption de l'électrique sur les véhicules de société, bah, indirectement, vous forcez en partie cette adoption générale, puisque ces véhicules se retrouvent assez rapidement ensuite sur le marché de l'occasion. Ça crée un autre problème très intéressant, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans les chiffres que le grand public rechigne à passer à l'électrique. Autant les flottes d'entreprises avec les objectifs de RSE, d'écologie, avec les incitations, les primes, ça marche à peu près. Autant les particuliers, non seulement ils n'ont pas envie, mais on revient du tout électrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand les flottes d'entreprises vont se retrouver sur le marché de l'occasion et qui ne trouveront pas preneurs, en particulier, encore une fois, ces modèles purement électriques? Je suis pas sûr que la commission ait pensé jusque-là. Mais c'est vous dire qu'on est encore très très loin d'être sorti de l'auberge. Et donc, pour continuer sur cette histoire de flotte d'entreprise, c'est aussi à cet endroit-là que arrive la préférence européenne. Alors techniquement, la préférence européenne, moi, ça me va très bien. C'est normal qu'il y ait de la préférence européenne. Les États-Unis le font, les Chinois le font, tout le monde le fait, on se protège, et on devrait le faire d'autant plus qu'on est fragile. Et donc, cette mesure de préférence va dans le bon sens, mais elle pose tout de même le problème de concurrence vis-à-vis des Chinoises. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, c'est-à-dire que si jamais, quand vous avez des importations chinoises qui coûtent 2 fois moins cher, c'est pas du tout évident que les aides publiques aux voitures européennes vous permettent de compenser et vous incitent réellement à faire de la préférence urbaine plutôt que chinoise. Encore une fois, le gap est béant, et à nouveau, la Commission, d'une certaine manière, essaye de forcer la main. Plutôt que de se spécialiser sur les endroits où on est fort, on se dilue. C'est assez... Bon. En tout cas, c'est un sujet à suivre. C'est un sujet à suivre vis-à-vis de la Chine, notamment sur notre capacité à tenir cette ligne vis-à-vis vis-à-vis de Xi Jinping. Si lui dit, mais non, écoute, ça me plaît pas, moi je vais arrêter de vous fournir des terres rares si vous faites cette concurrence déloyale pour lui envers nos voitures, c'est pas dit qu'on tienne très longtemps. Donc en tout cas, c'est pas parce que c'est annoncé que c'est gagné d'avance. C'est vraiment, moi ça m'intéresse beaucoup de suivre ça. Et puis alors après, pour nous, Français, enfin, c'est pour les Français qui m'écoutent, j'imagine quand même la majorité, c'est aussi une préférence à double tranchant. C'est-à-dire que la France n'arrive pas à combler son retard sur l'électrique, et le Made in EU risque fort de se transformer pour nous en Made in Germany et Made en Europe centrale. On n'est pas hyper bien positionné là-dessus. Donc pareil, là-dessus,
Bon, ce coup de préférence européenne, c'est pas, c'est bien que ça arrive, ça rentre finalement, mais nous, on n'y est pas encore complètement bien servi, hein. C'est le Financial Times qui, il y a quelques jours, a publié un article catastrophique, j'ai oublié de le relayer, sur les perspectives de baisse de production pour Stellantis, hein. C'est toujours l'héritage incroyable de Tavares qui est passé en 2 ans de temps de patron adulé au quasiment tueur de Stellantis, de Peugeot, Citroën. Il les a quasiment achevés. C'est vraiment, c'est vous dire, cette espèce de monde totalement, on marche sur la tête en Europe, on ne sait plus mettre des bons patrons à la tête de ces groupes-là. Un coup, on les encense, le lendemain, on les enterre. En tout cas, il n'a pas fait du bien à Stellantis et certainement pas à Peugeot Citroën. Mais encore, je veux dire, tout ça, finalement, est même faible par rapport à l'éléphant dans la pièce. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes plus en 2022. Et en fait, ce petit assouplissement tardif où, au lieu d'interdire simplement la production d'hybrides rechargeables, de moteurs thermiques évidemment, on va simplement dire non, il faut que diminuer, diminuer pardon, les émissions de CO2, ce qui en plus de ça, ça ouvre la porte à des super manipulations. Le marché du CO2, c'est un truc ultra mafieux. Euh, donc vous allez avoir des quotas, vous allez les acheter, vous allez vous les revendre, si vous allez avoir une gabegie là-dedans. Mais donc le simple fait de passer à 90% de réduction de CO2, on est encore totalement à la bourre sur la nouvelle situation. On est plus en 2022, c'est-à-dire que vous avez vaguement un conflit en Ukraine qui s'est développé, avec l'explosion de Nord Stream 2, et donc on n'est plus relié par gazoduc à la Russie. Et puis, autre chose, mais vous avez le développement de l'intelligence artificielle qui demande des capacités électriques extrêmement importantes. Ça aussi, en 2022, c'était pas aussi clair que ça l'est aujourd'hui. Et en fait, on n'a pas les capacités électriques suffisantes en Europe, radicalement pas, mais ni même en Chine d'ailleurs. Ils ont le même problème que nous, mais on va les laisser s'organiser là-bas. Euh, alors, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat. Euh, alors, premièrement, c'est-à-dire que déjà, par rapport à 2021, on va dire la fin 2021, on a aujourd'hui des prix de l'électricité qui sont 1,5 à 2 fois plus chers. C'était il n'y a pas si longtemps, 2021. C'est-à-dire que le conflit en Ukraine, vous souvenez de cette crise du gaz qui fait que les prix de l'électricité se sont envolés à des tarifs incroyables. On n'en est jamais revenu complètement. Et du coup, vous vous retrouvez aujourd'hui, encore une fois, si vous roulez avec une voiture électrique en Allemagne, la moitié du temps, elle va rouler soit au charbon, soit au gaz de schiste américain, qui n'est pas absolument génial. Et donc là, aujourd'hui, il faisait froid, nuageux, pas de vent, une Tesla, toutes les voitures électriques allemandes roulent au lignite et au gaz de schiste. C'est génial, parce que les panneaux solaires marchent pas, les éoliennes marchent pas. Mais alors, ça montre bien que le problème est un petit peu vicieux, et généralement, quand on dit mais on n'a pas l'électricité pour, les gens vont dire bah si, mais parce que c'est vrai que le problème ne se pose pas en production pure. On a installé des milliers et des milliers d'éoliennes et de panneaux solaires partout en Europe qui nous ont donné des capacités de production importantes. Et le problème, c'est pas d'avoir des capacités de production. Le problème, c'est d'acheminer cette électricité à l'endroit où elle est nécessaire et au moment où on en a besoin. Je vous rappelle que l'électricité, éolienne ou solaire, les gens appellent ça renouvelable, moi j'appelle ça intermittent, ça marche quand ça veut, ça marche quand ça peut. Et cet enjeu d'acheminement de l'électricité est incroyablement plus complexe que la simple production, qui est déjà un enjeu un petit peu dodu. C'est-à-dire que là, il s'agit non seulement de relier, mais d'acheminer et d'équilibrer, c'est là le nœud du problème, d'équilibrer en permanence tout le réseau. C'est comme ça qu'on se retrouve avec la panne géante, dont vous vous souvenez sûrement en Espagne, parce que vous aviez des panneaux solaires allemands et espagnols qui produisaient trop d'électricité à un moment où on n'en avait pas besoin. Le problème d'équilibrage est massif. Et ça, pour le coup, cette augmentation des besoins d'électricité et surtout le fait que on change complètement le fonctionnement de notre réseau, exige des investissements massifs
qu'on commence à peine à combler. On en a pour 1 000 milliards d'euros devant nous. Et d'ailleurs, la part du lion est imposée sur la partie distribution, sur les courants de moyenne et basse charge. C'est vraiment l'arrivée, c'est pas le transport. Euh, parce que on a besoin de moderniser le réseau pour réussir à gérer la multiplication des panneaux solaires, des voitures électriques et des pompes à chaleur qui complexifient énormément le réseau. Et ça, vraiment, je le dirai jamais assez, les réseaux sont le grand oublié de la transition électrique et la facture est gigantesque. Elle est devant nous à un moment où nos caisses sont vides. Bon, évidemment, ça n'inclut pas les quelques centaines de milliards de plus qu'il va falloir débourser en batterie pour stocker péniblement un peu de ce courant intermittent. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui. Le jour viendra, à mon avis dans les 3 ans, pas tellement plus, où on va se rendre compte que la recharge de courant coûte en fait plus cher que le plein d'essence. Puis un autre jour, pas très longtemps après à mon avis, on va découvrir que en fait, les taxes à la pompe vont être reportées sur la recharge à la borne, parce qu'il ne faut pas croire que l'État va s'asseoir sur les taxes à la pompe en passant à l'électrique. Et alors là, on va vraiment se rendre compte que le coût de l'électrique est démesurément plus élevé, et on n'aura pas fini d'être les dindons de la farce. Bref, ces problèmes structurels d'accès à l'électricité permettent d'anticiper que la part prévue de véhicules électriques va nécessairement devoir être revue à la baisse, et même les hybrides finiront par laisser à une part plus importante qu'anticipée à l'essence, dans le sens où vous dites, ah, on va faire un gros moteur électrique avec un petit peu d'essence pour compléter. À mon avis, on risque de faire la part belle à des bons moteurs à essence avec un petit peu d'électrique à côté pour compenser. Euh, Pourquoi? Par nécessité, parce que l'état de nos réseaux en Europe ne laisse pas d'alternative. Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité de production, c'est une question de produire au bon moment, d'acheminer au bon endroit, dans des réseaux qui sont de plus en plus complexes, parce que vous avez aujourd'hui ces panneaux solaires, ces voitures électriques, ces pompes à chaleur. On n'est plus du tout sur la même manière de consommer de l'énergie qu'il y a un quart de siècle. Tout ça pour vous dire que la bonne vieille voiture à essence n'est définitivement pas morte, hein. Le pétrole a encore de beaux jours devant lui, ne serait-ce que pour éviter un effondrement de civilisation. Je vous l'ai dit, il n'ose plus avouer à quel point nous avons encore besoin de pétrole, de charbon pour la Chine. Parce que les voitures électriques qui fonctionnent en Chine, elles fonctionnent aux 2 tiers ou aux 3 quarts au charbon. C'est ça, c'est la magie de ce truc-là. C'est-à-dire que pour éviter de brûler de l'essence, on brûle du charbon. Non seulement on a besoin de bien plus de pétrole que nos politiques nous l'avouaient, mais l'or noir, je vous l'ai dit en entrée, est de très loin l'investissement que je vous conseille le plus à horizon 3 ans. Encore une fois, la différence de l'or, il est plus bas au moment où les tensions énergétiques s'exacerbent et que les pétroles de schiste américains touchent leur pic. On est dans un monde où absolument tout, les bourses sont à un prix impossible, les cryptos sont encore hyper chers, mais ça a baissé. Vous avez tous les investissements sont à des prix absolument terrifiants, et vous avez ce pétrole qui est à l'inverse pour plein de raisons, hein. Pour des raisons géostratégiques, pour des raisons, encore une fois, de gaz de schiste américain, pour des raisons économiques, euh, et qui ont devant eux un troisième choc pétrolier. Et non seulement il y a un troisième choc pétrolier, mais en plus de ça, il y a des super opportunités sur les services pétroliers et en plus de belles entreprises françaises. Donc je vous l'ai dit, j'organise un rendez-vous spécial demain soir, jeudi 18 octobre à partir de 20h sur le troisième choc pétrolier. Le rendez-vous est gratuit, mais sur inscription, je le dis, hein, vous pourrez trouver un lien probablement par là ou en cliquant ci-dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt, à demain j'espère, et à votre bonne fortune.